quelles sont les implications du tourisme spatial? Aujourd'hui, on aborde l'espace et on aborde les nouveaux voyages touristiques qui ont lieu depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec à bord des engins spatiaux des personnes qui ne sont ni des physiciens ni des techniciens, mais vraiment des personnes de la société civile. Je vous invite dès maintenant à prendre un bloc-notes et à vous entraîner pour la compréhension orale. Vous allez pouvoir revisionner cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. Je vous invite également à liker cette vidéo et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pourrez tout au long de ce cours profiter du chat qui est disponible sur YouTube ou des commentaires qui seront disponibles dès la rediffusion de ce live. Quand on parle de tourisme spatial, on parle de personnes qui ne restent pas les pieds sur terre. On parle de personnes qui vont se rendre à différents degrés de ce qu'on appelle l'espace, mais en réalité c'est une zone qui est à une altitude supérieure à ce que les avions sont capables de faire. Pour vous donner un chiffre très rapide, un avion vole à environ 10 000 mètres d'altitude. On va parler de vol spatial dès lors qu'on se trouve à une distance qui est à peu près 10 fois supérieure. Je vous donne une autre référence qui est la Station Spatiale Internationale, l'ISS. L'ISS se trouve à 400 km au-dessus de nos têtes. Et on peut considérer que la station internationale est en orbite car elle tourne autour de la Terre. Physiquement, elle est assez rapide pour ne pas retomber sur la Terre sous la pression de la gravité et en même temps, elle ne va pas assez vite pour dériver de la Terre. C'est ce qui fait qu'elle est en orbite autour de la Terre. Entre un avion qui vole à 10 km au-dessus du sol et la station spatiale qui est à 400 km, on a une zone qui correspond à la zone des vols suborbitaux. Suborbitaux, ça veut dire qu'on est en dessous de l'orbite. Cela veut dire que ce sont des vols qui, effectivement, d'une certaine manière, vont dans l'espace, car on va au-delà de ce que sont capables de faire les avions, mais en même temps, on reste encore en deçà de ce que la station internationale est capable de faire. Donc c'est ce qui s'appelle les vols suborbitaux. Les vols suborbitaux, c'est ce que la société Virgin Galactic avec à son bord son président. Effectivement, il y a un débat pour savoir si ce genre de vol en zone suborbitale, en dessous de l'altitude de la station internationale, constitue un vol spatial ou non. Sans entrer dans le débat, on peut considérer que ce type de vol fait partie du tourisme spatial. Le deuxième type de tourisme spatial que l'on pourra trouver, qui va un peu plus haut, c'est le tourisme en station. Il s'agit par exemple pour des personnes civiles, donc qui ne sont pas des techniciens, qui ne sont pas des physiciens, qui ne sont pas des astronautes, qui se rendraient dans la station internationale par exemple, ou dans une autre station qui constituerait un hôtel spatial. Ici, dans la station internationale ou dans un hôtel spatial, on serait vraiment en orbite et on tournerait autour de la Terre. On n'irait pas plus bas, on n'irait pas plus loin et on ne serait pas obligé de redescendre immédiatement. On pourrait vraiment faire un séjour de plusieurs jours à bord d'un engin spatial. Et enfin, le dernier type de voyage dont on pourrait discuter est le voyage plus lointain. Un voyage par exemple autour de la Lune ou un voyage carrément vers la planète Mars. Vous allez passer prochainement votre examen du DALF C1 ou du DALF C2. Luquet vous offre une préparation intégrale à l'oral ou à l'écrit. On fera des exercices en condition de l'examen. Notre équipe de professeurs examinateurs du DALF vous suit directement, corrige vos examens et vous donne des conseils personnalisés pour mieux réussir. La préparation Luquet intégrale vous permet d'être au maximum de vos capacités le jour de l'examen. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.luquet.com.
Si ce voyage vers Mars, par exemple, en tant que vol habité, est un exploit qui pour le moment n'est encore pas accessible, même pour les physiciens, même pour les techniciens ou les astronautes, il semble encore plus lointain pour la société civile. Mais certains entrepreneurs, tels que Elon Musk, vous le connaissez sans doute, souhaitent parvenir à envoyer des êtres humains sur Mars. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce dernier type de voyage, le voyage sur Mars ou le voyage vers la Lune, qui sont des problématiques qui ne sont pas encore abordables puisque l'on n'est pas capable déjà d'envoyer des êtres humains sur Mars. On va se contenter des vols suborbitaux et des séjours en station spatiale ou en hôtel spatial. Et pour aborder les implications du tourisme spatial, je vais aborder 3 aspects de la question. Je vais premièrement vous parler de l'aspect économique. Je vous parlerai ensuite de la catastrophe écologique d'un tel phénomène. Et enfin, j'en viendrai à l'aspect psychologique, on va dire, avec cet esprit de découverte et d'exploration qui arrive vraiment à son paroxysme dans le tourisme spatial. L'aspect économique du tourisme spatial n'est pas à démontrer. Les sommes sont considérables. Un simple voyage de quelques heures ou de quelques jours, 2 ou 3 jours, coûte déjà plusieurs millions de dollars ou d'euros à un simple passager. Donc on peut estimer que si une dizaine, si une centaine de personnes effectuent un voyage spatial, c'est des sommes considérables qui sont mises en jeu. Pour vous donner un chiffre assez parlant, un voyage spatial de 3 jours qui a été réalisé par des touristes civils a coûté à chaque personne 25 millions d'euros. C'est une somme qui est très énorme pour seulement 3 jours de voyage. Je vous donne un autre chiffre qui est le coût de la station internationale. À bord de la station internationale, il y a en général 6 ingénieurs qui sont présents et le coût de la station en général a coûté autour de 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars, ça veut dire 15 milliards par personne. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment conséquents. Donc dans ces chiffres de 15 milliards, on compte vraiment les allers-retours entre la Terre, on compte la mise au point technologique, on compte la construction de la station également. Donc vraiment tout est inclus dans ces 15 milliards. Voilà, pour 15 milliards, vous pouvez envoyer un homme dans l'espace en permanence. Au-delà de ces sommes qui sont conséquentes, on se rend compte qu'il est possible de financer des travaux scientifiques exceptionnels. Pour simple exemple, le GPS que vous utilisez sur votre téléphone pour pouvoir vous rendre d'un point à un autre a été développé grâce aux technologies spatiales. On a un degré de précision avec le GPS qui est possible parce qu'on a eu cette expérience du spatial. La recherche scientifique, d'une manière générale, profite du développement des technologies spatiales. Quelle que soit la technologie, bien souvent, on va avoir des retombées qui sont plus ou moins directes entre des technologies spatiales et des technologies que l'on retrouve au quotidien. Le GPS en fait partie, mais il y a d'autres technologies également que l'on utilise au quotidien et qui ont été rendues possibles grâce à l'expérience spatiale. Donc au niveau économique, on voit bien que au-delà du tourisme spatial, au-delà des mises au point technologiques, on a des retombées qui sont concrètes et on a des utilisations possibles, des opportunités qui sont offertes grâce à l'exploitation spatiale. Je voudrais néanmoins nuancer cet argument des retombées économiques, des retombées scientifiques, car on pourrait se demander, la plupart du temps, quelle est l'utilité réelle de tous ces développements technologiques. Le GPS semble faire sens, en quelque sorte, on peut se rendre d'un point à un autre, mais avant le GPS, on savait très bien se déplacer et on savait très bien trouver une adresse précise. On n'avait pas forcément besoin d'un téléphone portable. Donc on peut questionner cette utilité des technologies. Ici, je vous donne mon avis personnel. Je ne suis pas pour un retrait technologique, c'est-à-dire que l'avancée technologique est importante pour l'être humain.
En revanche, je suis assez contre le fait que les technologies deviennent des commodités. De fait, on n'a pas le choix, ça devient une commodité car le premier fabricant de téléphone qui va proposer le GPS sur son téléphone va en vendre beaucoup plus que son concurrent qui n'aura pas de GPS. Mais on voit bien que cette course à la technologie va avoir des implications écologiques qui vont être catastrophique selon moi, et c'est pour ça qu'il y a lieu peut-être de réguler ces technologies par des brevets qui sont beaucoup plus verrouillés, qui sont beaucoup moins accessibles. C'est pas pour limiter les gens, mais c'est vraiment dans un esprit de limitation de l'exploitation des ressources naturelles. C'est ce qu'on va voir avec mon prochain argument. Le tourisme spatial a une facture écologique qui est démesurée. Envoyer quelques personnes sur la station spatiale entraîne des émissions de gaz à effet de serre qui sont bien supérieures à ce que pourrait produire un avion, par exemple, un voyage en avion, ou plusieurs voitures qui roulent pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc on a une facture écologique qui est considérable étant donné le faible nombre de personnes qui voyagent dans l'espace. Non seulement les fusées dégagent du CO2 lorsqu'elles vont voler, qui contribuent, comme on le sait, au réchauffement climatique, voire notre cours précédent, mais les fusées dégagent également d'autres composants qui sont encore plus nocifs et qui viennent se déposer dans les strates supérieures de l'atmosphère. Et ces composants vont naturellement participer au réchauffement climatique et il sera encore plus difficile de les faire disparaître que le CO2. Ici, c'était la raison assez évidente. La raison moins évidente, c'est les matériaux qui sont utilisés dans la construction des fusées et dans la construction des engins spatiaux. Pour fabriquer une station internationale, il faut des matériaux qui ont une pureté supérieure à ce qu'on pourrait trouver sur la Terre. Par exemple, lorsqu'on fabrique un téléphone portable, si ce téléphone portable tombe en panne, on peut toujours le réparer sur Terre. Mais dans une station spatiale, on aura beaucoup de mal à réparer et il y a lieu d'avoir des composants qui sont robustes et résistants dans le temps. Donc il faut des matériaux qui soient le plus purs possible et qui aient des propriétés qui leur permettent de tenir dans le temps. Ces matériaux que l'on va utiliser pour fabriquer des stations ne pourront pas être réutilisés à d'autres technologies terrestres dont on pourrait avoir besoin par exemple dans un hôpital ou dans un centre scientifique autre. Les matériaux que l'on mobilise pour des stations internationales dans lesquelles seules quelques personnes vont se rendre ne pourront pas être utilisés à d'autres fins. Et puis, d'une manière générale, on sait que le tourisme a une dérive potentielle. Il suffit de voir les paquebots déverser les milliers de touristes chaque jour dans les grandes villes côtières pour se rendre compte que le tourisme fait de nombreux dégâts sur les écosystèmes. Et le tourisme spatial, forcément, arrivera à une dérive de la sorte dans un avenir plus ou moins proche. En regard à ces quelques personnes privilégiées qui peuvent profiter d'un vol spatial, qui peuvent profiter de l'expérience offerte par ce vol ou par ce séjour spatial, on peut se demander s'il n'y a pas un déséquilibre entre la facture écologique, la dérive possible, et vraiment le plaisir de ces quelques personnes. Devrions-nous justement imposer certaines limites dans les vols spatiaux? Devrions-nous réserver les vols spatiaux simplement à la recherche scientifique qui, comme on l'a vu, peut bénéficier à l'humanité entière? Avec le tourisme spatial, on se rend compte que la facture écologique est beaucoup plus élevée que le bénéfice de l'humanité qui en découle. Et on se rend compte finalement que le tourisme spatial pourrait ne satisfaire que le désir de certains privilégiés et qu'il n'apporterait absolument rien au reste de l'humanité. Il m'a été ainsi difficile d'avoir un argument qui va dans le sens du tourisme spatial et qui pourrait offrir justement une justification à cette pratique. Et c'est pour ça que je veux vous parler maintenant
de l'aspect de la découverte et de l'exploration qui anime l'être humain depuis de nombreuses années. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens du DELF B2, du DALF C1 et du DALF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 €. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DALF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. Depuis plusieurs dizaines de milliers d'années que l'être humain existe à peu près dans la forme que l'on connaît aujourd'hui, excepté peut-être pour les vêtements, l'être humain a cet instinct de survie dans le milieu naturel. Il a besoin de trouver de la nourriture, il a besoin de chasser et il a besoin de se protéger des animaux sauvages. Dans cet esprit de survie, dans cet esprit de trouver des ressources pour assurer sa survie, l'être humain a toujours eu besoin d'explorer le milieu qui l'entoure. Il a toujours eu besoin de se déplacer, il a toujours eu besoin d'aller découvrir des nouveaux endroits. C'est en quelque sorte ancré dans notre pratique sociologique qui est de découvrir des nouveaux territoires pour découvrir de nouvelles opportunités de pouvoir survivre. C'est peut-être des nouveaux arbres fruitiers, c'est peut-être des nouveaux animaux qui sont disponibles dans certains territoires, mais aujourd'hui on garde cet esprit de découverte et on garde cet esprit en quelque sorte de conquête de nouveaux territoires. Cet esprit de conquête ne se fait plus sur un plan géographique, encore que, mais il va plutôt se faire sur un plan économique. Lorsqu'on est entrepreneur, on le sait très bien, on a besoin de conquérir des nouveaux marchés pour pouvoir faire survivre son entreprise. Et l'être humain a de toutes les manières cet esprit de survie en tête, comme tout animal d'ailleurs, et il a cette capacité en tout cas d'aller découvrir des nouveaux territoires pour assurer sa survie. Aussi, au-delà de toute considération de plaisir ou d'amusement, pour les quelques touristes qui sont capables d'aller dans l'espace, on pourrait se dire que l'esprit humain est de conquérir des nouveaux territoires et aujourd'hui, si la planète entière est déjà conquise en quelque sorte, il y a lieu d'aller explorer des nouveaux territoires spatiaux au-delà de la planète Terre et les premiers touristes qui souhaitent se rendre dans l'espace ont cet esprit de conquête, cet esprit de découverte qui fait que quelle que soit la situation sur la planète, quel que soit le danger écologique, quelle que soit la menace qui pèse sur les écosystèmes, le besoin de découverte est beaucoup plus fort et on trouve ici vraiment une justification humaine, une justification naturelle on pourrait dire, à ce que l'être humain se rende dans l'espace au-delà de toutes les difficultés écologiques. Les psychologues connaissent très bien ce problème. On a d'un côté l'aspect de la sécurité quand on reste au même endroit, dans la même ville, dans la même famille par exemple. On va avoir cet esprit de sécurité où tout est stable, tout va bien. Et on a d'un autre côté, donc qui est opposé, la nouveauté, la découverte. On va vouloir sortir de sa ville, sortir de son pays, sortir de sa famille. Et là, il y a une espèce d'insécurité, mais en même temps, on a la récompense de la nouveauté. On a une récompense bien souvent imaginaire qui est ce qu'on pourrait trouver de nouveau ailleurs. Et donc on a vraiment cette dichotomie entre sécurité et exploration-découverte. Est-ce qu'on veut privilégier la sécurité en restant au même endroit, en restant dans nos habitudes stables, ou alors est-ce qu'on veut tâtonner la découverte, est-ce qu'on veut chercher des choses nouvelles pour avoir de nouvelles expériences et avoir peut-être un nouveau moteur de survie dans ce nouveau territoire. Et ici, les psychologues le disent, c'est souvent l'imaginaire qui va travailler
pour permettre à l'être humain de se défaire de tous ces freins, pour se défaire vraiment de toutes les considérations et aller explorer à l'extérieur du territoire qu'il connaît déjà. Il y a certes peut-être un danger, mais l'être humain imagine que le futur qui sera dans ce nouveau territoire est beaucoup plus agréable et bien différent de ce qu'il connaît déjà, et c'est ce qui le pousse à aller vers ce nouveau territoire. Pour conclure mon argumentaire, je dirais que le tourisme spatial contribue à faire évoluer la science d'une manière générale, et que de toute façon ce que l'on développe dans le tourisme spatial aura des répercussions sur les technologies qu'on pourra utiliser sur Terre. Cependant, l'accès à ces technologies a un coût écologique qui est très fort. Alors, on pourrait peut-être limiter la recherche spatiale, on pourrait peut-être prendre le temps d'accéder aux technologies les unes après les autres sans essayer de tout repousser au minimum de temps. Parce qu'en fait, en termes de technologie, je pense que la planète est capable d'absorber nos progrès technologiques. La seule difficulté, c'est que ces progrès technologiques s'effectuent dans des temps très restreints et que tout le monde souhaite accéder à la technologie dès lors qu'elle existe. Et c'est ça qui va créer le problème écologique. Donc, je suis d'avis qu'il faille développer ces technologies, mais avec un cahier des charges qui corresponde aux implications écologiques que cela a. C'est-à-dire que si on doit développer une technologie, il faut tenir compte de son coût sur l'écologie et donc répercuter tout ce que cela entraîne sur le développement et surtout sur l'exploitation commerciale de ces technologies. C'est à ce seul prix que l'on sera capable d'avoir un développement technologique qui progresse et qui s'inscrit dans les limites de ce que peut proposer la planète. Fondamentalement, et dans cet esprit de découverte de nouveaux territoires, je ne suis pas du tout contre le tourisme spatial. En revanche, je pense qu'il faut vraiment encadrer la recherche scientifique et technologique qui va avec. Il faut peut-être prendre plus de temps. Certes, beaucoup d'entre nous, on voudrait aller sur Mars, on voudrait être capable de voyager dans l'espace, mais visiblement, ce ne sera pas possible sans occasionner des dégâts irréversibles sur la planète. Et il faut sans doute réfléchir à une humanité qui dure dans le temps et à réfléchir non pas pour notre génération, mais pour plusieurs générations futures. Il est vrai que c'est assez difficile car on a envie de profiter du plaisir immédiatement, mais si ça a un prix pour l'humanité, c'est quand même assez injuste pour les personnes qui vont nous suivre. Je réponds maintenant à vos questions posées lors de la préparation de ce cours. Est-il possible d'interdire le tourisme spatial ? Les acteurs du tourisme spatial sont majoritairement des entreprises américaines. Aux États-Unis, on a ce principe de la liberté et ce principe du commerce qui fait que le gouvernement américain favorise la recherche technologique et favorise toutes les sciences qui vont permettre d'être compétitifs au niveau économique. Autrement dit, en termes clairs, si ça fait rentrer de l'argent, on valide. Donc le tourisme spatial interdit au niveau mondial, ça semble assez difficile dès lors que le principal acteur laisse une grande liberté aux entreprises du tourisme spatial. Des pays plus autoritaires tels que la Chine, par exemple, s'ils disposaient de la gouvernance mondiale, auraient très certainement cette capacité à interdire ou à autoriser le tourisme spatial, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, un pays seul n'a pas le pouvoir dans le monde entier, et vraiment on a une gouvernance de chaque pays, une souveraineté de chaque pays qui leur permet de faire à peu près ce qu'ils veulent au sein de leurs frontières. Autre question qui a été proposée, pourra-t-on un jour aller sur Mars ? Évidemment, on va pouvoir un jour mettre les pieds sur Mars. On a vraiment des entreprises qui sont lancées à la course sur Mars. La société SpaceX d'Elon Musk, par exemple, est la plus connue pour avoir des ambitions martiennes.
Et on peut considérer que cette entreprise va mettre tout en place pour pouvoir réaliser un premier vol habité sur Mars. Donc la réponse est clairement oui, on va le faire. Maintenant, il s'agit de définir dans quelle échelle de temps on parle. Le voyage sur Mars n'est pas aussi simple que ça. Voyager sur Mars, ça implique plusieurs mois de voyage dans une boîte de conserve avec tout ce qu'il faut pour pouvoir respirer, manger, sans avoir à revenir sur Terre. Donc on a déjà des difficultés techniques ici. Ensuite, une fois sur Mars, il faut pouvoir y rester un certain temps et il faut ensuite pouvoir revenir sur Terre. Même s'il a été proposé dans un projet d'envoyer des hommes sur Mars qui ne reviendraient pas sur la Terre, d'un point de vue éthique, ce projet risque de ne pas aboutir parce qu'on ne peut pas décemment envoyer des gens à la mort de la sorte. Donc le voyage sur Mars implique également un retour. Il implique technologiquement qu'on soit capable de redécoller de Mars avec des moyens matériels que l'on aura envoyés sur la planète. Donc vous imaginez la difficulté technique qu'il faut surmonter pour pouvoir faire un simple voyage sur Mars. Donc voyager sur Mars sera très fortement possible. Maintenant, à quelle échelle de temps? Le verrai-je avant de mourir? Je ne sais pas. Mais on peut supposer que dans les 30 à 40 prochaines années, on soit capable d'envoyer des êtres humains vers Mars. On aura sans doute une étape qui sera intermédiaire, c'est-à-dire que des êtres humains feront le tour de la planète Mars en vaisseau, mais ne s'y poseront pas. C'est beaucoup plus facile à réaliser technologiquement, et ce type de voyage serait, selon mes estimations, possible d'ici 10 à 20 ans. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question du tourisme spatial. J'ai essayé de vous développer quelques arguments sur l'aspect économique, sur l'aspect écologique et sur l'aspect sociologique de la question. Vous avez sans doute vos propres arguments et je vous invite vraiment à les déposer dans les commentaires de la vidéo et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous l'avez appréciée. Merci à vous et à très bientôt dans un prochain cours.